et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce numéro Clément Roux, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Bon, on va parler aujourd'hui, Clément, d'un thème qui intéresse beaucoup, je pense, les investisseurs, les marchés émergents. Super performance en 2025, on va y revenir, mais une thématique qu'on pourrait penser pas forcément simple à investir, sauf qu'on va voir qu'il y a vraiment des solutions qui existent. Mais je pense que dans un premier temps, il faut déjà poser les bases, poser la définition, parce qu'elle n'est pas si évidente que ça de ce qu'est un marché émergent aujourd'hui, Clément. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de définition absolue, on va dire, des Accepté, pays ouais. émergents acceptés par tout le monde. Si on prend le FMI, le Fonds monétaire international, leur définition est déjà de catégoriser les pays dans 3 catégories. Il y a les pays en développement, qui sont d'ailleurs la grande majorité du nombre de pays à travers le monde. Il y a les pays émergents, qui ont donc réussi à sortir de cette catégorie des pays en développement. Et on va voir pourquoi juste après. Et les pays, bien sûr, développés. Les pays émergents, et donc comment on qualifie un pays émergent, ça va être autour de plusieurs critères, notamment la richesse par habitant, donc clairement un critère purement économique, la richesse par habitant. Il va y avoir aussi l'intégration dans le commerce mondial, à quel point un pays fait partie intégrante du commerce au niveau global. Et puis la dernière, c'est aussi l'intégration financière du pays au sein notamment des systèmes financiers mondiaux. Donc ça, c'est une définition plutôt portée par le FMI. Mais comme on parle aujourd'hui d'investissement et d'ETF, on peut s'en remettre aussi à la catégorisation des grands indices mondiaux. Et si on prend MSCI qui est un des grands fabricants d'indices au niveau global. Ils ont 3 critères pour catégoriser les pays. Le premier est toujours autour de cette logique de développement économique, donc ça, notamment la richesse par habitant, on y revient. La deuxième est aussi intéressante, c'est en termes de liquidité du marché et de taille du marché. Donc la taille du marché, c'est la taille de la capitalisation boursière d'un pays. Et la liquidité, c'est plus il y a d'intervenants sur le marché, plus les transactions peuvent être, entre guillemets, faciles, fluides et faciles. Exactement. C'est cette notion-là. Et une troisième notion aussi qui est liée à l'accessibilité du marché. Et d'ailleurs, un des grands exemples historiques était la Chine qui avait un marché complètement fermé aux investisseurs étrangers il y a encore un certain nombre d'années, certes, mais depuis le début des années 2010, ils ont d'abord fait des quotas pour certains investisseurs, puis élargi à l'ensemble des investisseurs internationaux pour qu'ils aient accès au marché local. Et donc, en partant de ces 3 définitions, MSCI va définir si c'est plutôt un pays émergent ou alors un pays développé. Bon, quand je t'écoute, on parle de marché émergent, mais au final, c'est pas vraiment un bloc homogène, même pas du tout. Non, effectivement, ce n'est pas un bloc homogène. On va trouver des pays émergents. Donc, si on prend l'indice principal qui est le MSCI Emerging Market, il y a 24 pays qui le composent. Il y a des pays d'Asie-Pacifique, il y a des pays d'Europe de l'Est, il y a des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. D'ailleurs, si on cite le top 5, il va y avoir Taïwan, la Corée, la Chine, l'Inde et le Brésil dans ce top 5. Mais rien que sur ce top 5, on comprend bien que ce sont des pays qui ont des ressources naturelles, des places dans le commerce mondial complètement différents des uns des autres, donc des dynamiques qui sont quand même relativement hétérogènes et que ce n'est clairement pas un bloc uniforme de pays. Alors, pas un bloc uniforme, quand même 24 pays, on se dit que ça pèse, et en même temps, quelle est vraiment la place des pays émergents dans un indice monde? Et quand je dis indice monde, attention, je ne parle pas du MSCI World, parce que cet indice-là, le MSCI World, il inclut les économies développées. Tiens, d'ailleurs, quel indice de référence existe pour un ETF monde incluant les pays émergents? Alors pour l'indice le plus large possible qui inclut les pays émergents, ça sera le MSCI ACWI, All Country World Index. Et la place des émergents reste relativement faible, on pourrait le dire, c'est de l'ordre de 11% à aujourd'hui, alors qu'on connaît tous le nombre de personnes qui habitent en Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, etc. Donc la démographie de ces pays-là, la puissance aussi économique de ces pays-là qui est de plus en plus importante, et effectivement la place dans un MSCI ACWI de ces émergents est relativement faible encore à aujourd'hui. Bon, une place relativement faible, mais une très belle performance en 2025. Là aussi, si tu as des chiffres, je suis preneur. Et puis, dans le détail, est-ce que
tous les pays émergents ont poussé dans le même sens, si je puis dire, ou est-ce que les performances sont contrastées? Alors si on prend l'année 2025, pour prendre une année complète la plus récente, les pays émergents, donc ce bloc de 24 pays, a fait une performance de 34% par rapport aux pays développés qui ont une performance de 21%, donc significativement au-dessus. Pas mal. Ouais. Mais une fois de plus, ce n'est pas homogène en termes de performance selon les différents pays. Il y a certains pays dont la performance a été d'ailleurs assez exceptionnelle. On peut parler par exemple de Taïwan ou de la Corée du Sud, portés principalement tech, j'imagine, par des valeurs effectivement de technologie et des semi-conducteurs et qui ont une place dans leur capitalisation boursière locale extrêmement importante et qui ont poussé les performances. On pense à Samsung et SkyEnix sur l'indice coréen, par exemple. Exactement. Ou TSMC, exactement, sur Taïwan. Après, il y a des pays comme le Mexique ou le Brésil qui ont aussi eu de très belles performances, mais pour des raisons un peu différentes. C'est notamment le grand retour de la conscience autour des ressources naturelles et se tourner vers des pays qui, eux, ont ces ressources-là et les exportent au reste du monde. Et il y a des pays pour lesquels ça a été un peu plus compliqué sur l'année 2025, comme la Chine par exemple et l'Inde. Mais d'ailleurs, l'Inde avait eu un rallye boursier avant 2025, donc ça peut aussi se comprendre. Et pour la Chine, c'est plutôt lié aux grandes réformes, aux stigmates des grandes réformes structurelles de l'État chinois et qui porte encore certaines contraintes, on va dire, pour certains secteurs et donc qui n'ont pas été salués, j'ai envie de dire, par les investisseurs en 2025. Bon, mais alors attends, 24 pays, des profils différents, des dynamiques de croissance qui ne sont pas forcément les mêmes, des atouts qui peuvent être aussi assez particuliers. Ça peut vite virer au casse-tête pour l'investisseur individuel. Comment il va pouvoir s'y retrouver là-dedans? Alors effectivement, je pense plusieurs méthodes. Si on est un débutant et qu'on veut aussi se simplifier la vie, je pense que typiquement, commencer par un MSCI acquis, celui dont on a parlé juste avant, qui inclut des émergents, même si ce n'est que 11%, ça peut être vu comme une première étape simple d'accéder à ce marché-là. Après, on peut y investir en direct et utiliser par exemple un ETF comme le iShares Core IM IMI UCITS. Attends, alors, on fait souvent des commentaires sur les noms des ETF. Celui-là, il est particulièrement complexe. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Oui, alors le IM, c'est pour Emerging Market, donc ça on le comprend, donc les 24 pays dont on a parlé avant. IMI, c'est IMI, ça veut dire que c'est un indice qui inclut aussi une petite pondération sur ce qu'on appelle des small et mid cap, donc pour représenter... Petite et moyenne valeur. Exactement, pour représenter, on va dire, un peu plus finement la réalité de chacun de ces pays-là. Tu nous redonnes son nom? Donc c'est le iShares Core IM IMI UCITS. On le mettra en commentaire. Et donc ça, c'est, on va dire, la manière très globale d'accéder aux pays émergents. Et après, si on a des convictions personnelles sur des pays ou sur des secteurs, des thématiques, on peut aussi, et c'est la beauté des ETF et la granularité de l'offre d'ETF, accéder à des choses beaucoup plus granulaires, des convictions. Par exemple, on peut avoir un pays mono-pays sur la Corée du Sud. On peut investir spécifiquement sur la technologie chinoise et vraiment laisser libre cours à ses convictions personnelles sur les différents pays ou les différents secteurs d'activité. Là aussi, on peut aller du prisme le plus large finalement au plus spécifique si on a des convictions vraiment précises sur un pays ou un secteur. Tiens, d'ailleurs, dis-moi Clément, est-ce qu'on voit que la performance a été au rendez-vous? Est-ce que les investisseurs, eux aussi, ont été au rendez-vous et se sont portés acquéreurs de ces différents produits? Ouais, on a vu en 2025 que les investisseurs ont vraiment bien suivi ce mouvement de performance des marchés. Et bien sûr, en général, les flux d'investissement mènent aussi en partie à la performance. Donc on a vu en 2025, si on prend le dernier trimestre 2025, sur les ETF européens, donc on dit UCITS principalement. Disponible en Europe. Disponible aux investisseurs européens, donc là on exclut par exemple les Américains. Eh bien on a vu 15 milliards de flux nets positifs sur ce dernier trimestre 2025, qui s'est encore accéléré début 2026, parce que sur le premier trimestre 2026, c'est passé de 15 milliards à 20 milliards. Donc on voit cette accélération encore, même si d'ailleurs les performances ont été un peu plus contrastées au Q1 2026. Mais ce qui est aussi très intéressant de voir, c'est que les 3/4 de ces 20 milliards qui sont arrivés sur des ETF émergents au Q1 2026, eh bien, se sont faits sur des expositions larges, comme je l'ai cité tout à l'heure, de notre ETF Cœur qui investit de manière très large, plutôt que sur des choses très précises ou granulaires. Et notamment, ça pourrait être vu comme bien aussi les investisseurs particuliers qui sont de plus en plus importants dans ces flux des ETF et qui se souhaitent, pour une bonne partie, qui souhaitent se simplifier la manière dans laquelle ils investissent avec des expositions plutôt très larges, plutôt que des convictions très ciblées sur certains pays ou certains secteurs. En tout cas, on voit avec toi, et finalement c'est la conclusion de ce numéro, que là où il y a encore quelques années, ça aurait été une stratégie peut-être compliquée à mettre en place, elle aurait peut-être pris du temps. Aujourd'hui, on voit la
réactivité des investisseurs, notamment particuliers, pour identifier un domaine de croissance et de performance boursière et se placer avec les ETF dessus. Exactement. Avant, on voulait plutôt identifier, on va dire, les grands flux institutionnels, mais de plus en plus, chez notamment les asset managers, les sociétés de gestion, on regarde de plus en plus aussi les flux et le sentiment de marché de ces investisseurs particuliers qui sont de plus en plus nombreux et qui représentent une taille de volume de traitement, notamment sur le marché des actions, de plus en plus importante. Bon ben voilà, super intéressant. Comment s'exposer de façon simple ou de façon très précise sur les marchés émergents grâce aux ETF. Merci Clément pour ces explications. Merci Laurent. C'est fini pour ce 100% ETF, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.